Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord aujourd'hui avec Virginie Leguet, journaliste, éditorialiste politique à France Info TV. Bonjour Virginie. Bonjour Valérie. Pascal Bataille, animateur, producteur, chef d'entreprise. Bonjour. Bonjour Valérie, bonjour à Christine tous. Bouillot est avec nous. Christine, qui est journaliste à Sud Radio, que vous connaissez bien, correspondante à Toulouse. Bonjour Christine. Bonjour Et Valérie, Jérôme bonjour à Dubus, vous êtes membre du pôle idée chez Horizon. Bonjour. Bonjour à vous. Rendre la France moins attractive, Bruno Retailleau a-t-il les moyens de ses ambitions? En tout cas, hier, quelques clandestins, enfin quelques OQTF qui ont été renvoyés en Albanie. Faut-il supprimer le SNU? En tout cas, il va être supprimé. Il coûte cher, il n'est pas efficace. Il avait été lancé il y a 5 ans par Emmanuel Macron, la niche parlementaire du RN, et puis des lits. J'ai vu cette information ce matin. 4900 lits d'hôpitaux supprimés en 2023. Quand on dit des lits d'hôpitaux, c'est parce qu'il n'y a pas les soignants derrière, c'est parce qu'il n'y a pas les infirmières, c'est parce qu'il n'y a pas les médecins suffisants pour soigner. C'est un véritable scandale, ou en tout cas, c'est assez choquant. Coup de cœur, coup de gueule avec vous. On va commencer avec vous, Christine Bouillot, peut-être. Oui, oui, allez-y, on vous entend bien. Oui, oui. Bon, je revenais effectivement et je voulais revenir avec vous sur ma journée d'hier à Cahors dans le Lot où effectivement on a vécu un début de semaine assez compliqué concernant l'attaque, on peut parler de ça comme ça, d'un commissariat et aussi de l'hôpital, puisque ça fait partie du périple de la soirée agitée, avec ce constat amer que font les forces de l'ordre sur place et aussi le bilan que fait aussi la préfecture, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait la volonté, à la suite de cette risque qui est visiblement une histoire de jalousie amoureuse, et donc qui tourne au règlement avec des couteaux. Ça devient maintenant une triste réalité et banalité. Mais derrière, on veut se faire vengeance soi-même, c'est-à-dire qu'on n'hésite plus à prendre d'assaut un commissariat, qu'on soit 5, 10 ou 15, peu importe le nombre, mais l'intention est véritablement de rentrer dans le commissariat, ne pas s'en prendre forcément en force de l'ordre, mais d'aller récupérer les 2 auteurs pour se faire justice soi-même, d'aller voir même du côté de l'hôpital si on peut pas non plus les récupérer pour régler ses comptes. Et ça interpelle beaucoup. J'ai passé ma journée au commissariat de Cahors et à discuter avec les forces de l'ordre. Ça interpelle beaucoup sur cette barrière qu'il y a aujourd'hui par rapport à l'autorité. Alors la conséquence, tout est rentré dans le calme aujourd'hui à Cahors. Il va y avoir des procédures en comparution immédiate. Il y a des renforts policiers qui ont été envoyés sur place aussi pour assurer tout le monde et ramener le calme. Il y a la fête foraine, donc les vacances se déroulent normalement. Mais c'est ce déchaînement de violence qui laisse totalement interrogatif les autorités, les observateurs sur comment on en est arrivé à ce degré-là dans une petite ville comme Cahors, loin de tout pôle particulièrement sensible. Et donc aujourd'hui, cette interrogation, ce sentiment policier me disait, on a l'impression que plus personne ne respecte rien. Et cette réflexion, je me la faisais en faisant ma revue de presse ce matin, en m'apercevant que même les cimetières aujourd'hui sont pillés. sont littéralement pillés pour récupérer 3 babioles qui appartiennent à des défunts. Donc je me dis, la réponse collective va être longue et douloureuse, mais qu'a-t-on manqué pour en arriver à ce degré-là aujourd'hui c'est-à-dire qu'on fait plus confiance en pas grand-chose, visiblement pour certains, pour en arriver à s'en prendre, que ce soit à des tombes de défunts ou aussi à des commissariats, à des hôpitaux pour se faire vengeance. Ça, c'est quelque chose qui ne trouve pas d'explication rationnelle à ce jour. Voilà. Oui, mais c'est... Je veux dire, c'est business as usual, quoi. On découvre pas les choses. On a évoqué aussi lundi, je sais plus à quelle occasion c'était, mais des gens qui alertent depuis des mois et des mois sur des situations. On semble à chaque fois découvrir, la violence et ce genre de situation. Jérôme ? Non, on avait déjà eu ça au moment des émeutes du mois de juin-juillet 2023, vous vous souvenez, puisqu'il y a un certain nombre de commissariats qui avaient été attaqués, qui avaient été encerclés. Je me souviens du commissariat de Meaux, notamment, puisqu'il avait fallu envoyer des renforts pour dégager
ceux qui attaquaient le commissariat de Meaux. C'était absolument hallucinant en fin de soirée. En plus, c'était même pas dans la nuit, c'était voilà. Bon, il avait fallu, et heureusement, parce que sinon, je ne sais pas ce qui serait arrivé aux policiers à l'intérieur. Bon, et puis il y a eu d'autres exemples comme ça. Voilà. Donc le fait que ce soit un commissariat n'arrête personne maintenant, ça c'est clair. Et je crois que, enfin, on paye des années. Moi, je vais pas faire le vieux conservateur débile et arriéré, mais enfin, on paye des années de laxisme. Voilà, tout le monde l'a dit, etc. Et je crois que, alors moi, j'attends de voir les peines qui vont être prononcées là sur cette affaire de Cahors dont je découvre l'existence. J'attends de voir les peines qui vont être prononcées. Mais c'est ça qui va être intéressant, parce que si la peine n'est pas dissuasive, ça va recommencer immédiatement. Mais ailleurs d'ailleurs. Ouais, je faisais référence à Rennes, en fait, à ce qui s'est passé à Rennes. Et je crois que c'est un propriétaire de boîte de nuit qui dit ça fait des mois qu'on alerte, qu'on dit que les policiers sont obligés de demander l'autorisation pour rentrer dans les cités, de présenter des cartes d'identité, que les drones aussi doivent passer sous les fourches codines des dealers. Enfin, il y a des situations inacceptables qu'on connaît depuis très très longtemps, et à chaque fois qu'il y a des drames, on dit oui, il y a de la violence, il y a de la délinquance, et je sais pas, Pascal. Il y a deux niveaux de réflexion. Effectivement, il y a le constat d'aujourd'hui et la façon d'y répondre à court terme. Et moi, je persiste à penser, alors je ne suis ni ministre de l'Intérieur, ni autorisé vraiment à disserter longuement sur le sujet, mais quand même, je m'étonne qu'un État comme la France ne soit pas capable de restaurer l'état de droit dans les quartiers, dans toutes les villes, y compris, effectivement, vous le signaliez, Valérie, de plus en plus de petites villes, et Christine le disait, de petites villes qui sont aujourd'hui, alors on a l'habitude de voir à Grenoble, à Marseille ou dans des métropoles comme ça, de la délinquance, de la criminalité, des règlements de compte, etc. Maintenant, c'est des petites villes tranquilles de notre jolie France qui sont visées. Donc bon, je m'étonne. Maintenant, j'ai pas forcément ni la réponse, mais je pense qu'on devrait quand même avoir les moyens de rétablir l'état de droit sans tomber pour autant dans un état liberticide et fasciste. Par ailleurs, Christine posait exactement les deux bonnes questions, mais qu'on se pose souvent, c'est comment en est-on arrivé là ? Et pourquoi, et que faire pour remédier sur le moyen et long terme, parce que c'est aussi ça qui importe, c'est que la réponse à court terme de la répression, elle est importante, elle est nécessaire, mais s'il n'y a pas effectivement la restauration d'un certain nombre de valeurs qui sont pas des valeurs réactionnaires, qui sont des valeurs progressistes, qui sont des valeurs, le respect, la citoyenneté, le respect de la différence, le respect de l'autre. On a vu encore ces derniers jours des pompiers attaqués, agressés, etc. Enfin, voilà, c'est cette notion du respect qui est désormais perdue et qu'il faut absolument restaurer. Oui, mais ce sont des mots. La réalité, elle est plus compliquée. Restaurer l'autorité. Je le dis souvent, pour moi, ça commence déjà à l'école, dès le primaire. Bien sûr. La réalité, c'est aussi que les commissariats ont fermé les uns après les autres depuis au moins 20 ans, dans les endroits où la situation était de plus en plus tendue pour eux, c'est vrai. Ils se sont fait attaquer, caillasser, menacer, et résultat des courses, ces représentants de l'État-là ont battu en brèche. Ça, c'est une réalité absolue. Donc il y a des zones entières dans notre pays, ce qu'on appelle des zones de non-droit, qui petit à petit ont été tout simplement dominées par le narcotrafic. Je rappelle que le narcotrafic est la première source de revenus du crime organisé au monde. Et que là, face à ça, il faudrait non seulement une volonté politique forte, mais des moyens énormes. Et là, je crains que dans la période de restriction dans laquelle on s'engage, parce que le budget 2025 est le premier d'une longue série qui devrait durer au moins jusqu'en 2029, je crains qu'il n'y ait pas de décision forte qui soit prise. Et puis, je rappellerai que petit à petit, on a aussi supprimé la police de proximité, toutes ces sources de relais qui permettaient d'abord de parler à la population, et puis de faire remonter peut-être des informations à qui de droit. Aujourd'hui, je pense que ces zones-là sont totalement coupées du reste du territoire. Elles ont colonisé d'ailleurs l'ensemble du pays, parce que même des villes qu'on disait tranquilles sont plus du tout tranquilles, et que il y a eu
une forme de lâcheté, et maintenant il y a une forme d'impuissance, et maintenant encore il y a une forme d'impossibilité de mettre les crédits qu'il faudrait pour remettre les policiers dans les commissariats, dans les rues, et prendre les moyens. Et puis, pardon, j'en termine. Je pense que vous avez tous entendu comme moi les policiers dire depuis des années, mais nous on les arrête, mais 2 jours après ils sont de nouveau dans la rue. Oui, sûr. Pardon, excusez-moi. Donc c'est un constat qui est accablant pour les policiers qui sont déjà en sous-effectif et qui sont soumis à une pression fantastique et qui se retrouvent, quand ils arrêtent des supposés délinquants, avec les mêmes délinquants dans les rues qui leur font des bras d'honneur parce qu'effectivement ils ont été relâchés. Un ami qui m'a raconté, proche banlieue parisienne, il voit un attroupement d'une quinzaine de personnes entièrement cagoulées, habillées en noir. Il appelle la police qui dit on n'a pas de patrouille pour l'instant. Il dit je sais pas ce qu'ils allaient faire, je sais pas où ils allaient. Mais des types entièrement cagoulés, habillés en noir. Quand ils sont pas armés de Kalachnikov et qui défilent dans les cités. Ça va pas nous rassurer, ce que je vais dire, mais malheureusement, c'est pas un phénomène franco-français. Moi, j'ai été stupéfait de voir, par exemple, ce qui se passe à San Francisco. Vous avez vu qu'on a abandonné 2 arrondissements, à peu près l'équivalent en superficie de Paris, 2 arrondissements de la ville, aux dealers et aux drogués. Après, on peut se complètement abandonné. Alors, on peut se rassurer en voyant ça, et on se dit, on parle des États-Unis. Maintenant, vous pouvez aussi voir l'Espagne avec la Guardia Civile. Je peux vous dire que quand ils sont là, vous avez envie de vous arrêter. Les mecs qui sont casqués, armés. Sur le narcotrafic, l'Espagne n'a pas de leçon à nous donner. Parce que c'est la foire absolue là-bas. Allez, on se retrouve dans un instant après les infos. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous commentons l'actualité avec Virginie Leguet, journaliste, éditorialiste politique à France Info TV, Pascal Bataille, animateur, producteur, chef d'entreprise, Christine Bouillot, journaliste à Sud Radio et correspondante à Toulouse, et Jérôme Dubu, membre du pôle ID chez Horizon. On va revenir sur les propos de Bruno Retailleau qui veut rendre la France moins attractive pour ceux qui seraient tentés par la clandestinité ou par la France. Faut-il supprimer le SNU, la niche parlementaire du RN? Pas d'abrogation de la réforme des retraites, mais une victoire sur les peines planchées. On peut se poser la question. Beaucoup de sujets. On dira quelques mots quand même sur le voyage d'Emmanuel Macron au Maroc. Et on continue notre tour de table de ce qui a retenu votre attention, Virginie. C'est un coup de cœur pour un livre formidable. Que vous avez lu? Absolument. L'art de perdre en politique, de nos 2 consoeurs, Catherine Mangin et Elisabeth Martichoux. Catherine Mangin a été directrice adjointe de la formation RTL, Elisabeth Martichoux est journaliste à LCI, et elles ont écrit un livre formidable sur ces grands fauves que sont nos hommes politiques, parce que c'est majoritairement malgré tout des hommes, et leur réaction face à l'échec. Et elles ont interrogé des psychologues, et évidemment leur liste, remonter les archives, de Giscard à Macron. Alors évidemment il y a des citations qui sont savoureuses. Je cite celle de Nicolas Sarkozy que je lis rapidement: l'orgueil, l'ego, la confiance en soi, la certitude d'être le meilleur, ça c'est le succès. Ça c'est ce que conforte le succès. L'échec est une remise en question. Il y a celle de François Mitterrand: l'échec, ce n'est pas ça l'important, le plus important c'est ce que nous en faisons. Voilà. Autrement dit, l'échec nourrit une vie, l'échec vous fait comprendre que tout n'est pas acquis. Et puis il y a ce cas que nous vivons actuellement du vainqueur vaincu, c'est-à-dire Emmanuel Macron. Certes, il s'est fait réélire pour son 2e quinquennat, mais aujourd'hui il se retrouve dans un précaré et avec une très 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 mauvaise image auprès des Français. Est-ce qu'il est vaincu? Est-ce qu'il est vainqueur? La question se pose. Et je ne sais pas comment il le vit, mais de toute évidence, des signes que les journalistes ont pu voir depuis des semaines, assez mal. L'art de perdre en politique. Catherine Mangin, Elisabeth Martichoux, Catherine Mangin chez Stock. Très bon livre. De Jacques Chirac. Bien sûr. Moi, j'avais vécu de près l'échec de 88, qui était malheureusement prévisible face à François Mitterrand, à la fin de la cohabitation, parce que on savait que Mitterrand était favori et l'élection l'a confirmé. Ça a été très difficile. Ça a été très difficile. Ça a été un échec majeur. D'autant qu'il ne s'y attendait pas du tout. Oui, mais malheureusement, c'était un peu prévisible. Et c'est à ce moment-là que Bernadette Chirac a dit que les Français n'aimaient pas son mari. Vous vous souvenez? Je me souviens de cette phrase. Cette phrase terrible. 7 ans plus tard, il était élu. Comme quoi. Mais c'est vrai que la défaite, en tout cas...
c'est quelque chose d'extrêmement violent pour ces politiques, et c'est ce qu'on découvre aussi dans le livre. Pascal, c'est un coup de gueule. Je vais continuer avec ma petite obsession sur les dangers de l'intelligence artificielle, parce que là j'ai découvert un autre biais effectivement très pervers de l'utilisation de l'IA, c'est la pédopornographie. Alors je vous avoue que j'étais passé à côté jusqu'ici, pourtant ça m'intéresse beaucoup tout ce qu'on peut faire de mal avec l'IA. Et effectivement, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, ces pédocriminels génèrent des vidéos d'enfants en train d'être violés, d'adolescentes dénudées. Seul le visage de ces enfants et de ces adolescents est réel, et leur corps et ce qu'on en fait est généré par l'IA. Alors c'est d'une quantité astronomique, puisque rien qu'en un mois on parle de 20 000 images générées sur un seul forum. Alors ma première réaction a été de me dire, mais est-ce que c'est si mal que ça? Parce que finalement, si les pervers, les pédocriminels peuvent se satisfaire et satisfaire leurs fantasmes avec des images artificielles, est-ce que ça éviterait pas peut-être que de vrais enfants et de vrais adolescents soient victimes? Et puis en fait non, c'est un raisonnement à courte vue, parce qu'en fait la vérité c'est que ça banalise totalement et encore plus effectivement ces violences sexuelles contre les enfants. Ça complique énormément le travail des autorités chargées de lutter contre la pédocriminalité, et puis globalement c'est une atrocité. Voilà, donc encore malheureusement une mauvaise façon d'utiliser cet outil qui devrait être extraordinaire. Mais surtout mettre en garde tous nos auditeurs sur la diffusion d'images familiales sur Instagram et Facebook et autres réseaux qui sont ensuite exploités par 80% des images de nos enfants se retrouvent sur ces sites-là. Ouais, donc c'est assez effrayant. Vous me permettrez d'avoir une pensée pour les femmes afghanes dont personne ne parle vraiment. Elles ne peuvent plus se parler entre elles. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est le concours Lépine, pardon d'être un peu trivial sur ce sujet, mais les femmes afghanes qui ne peuvent plus aller à l'école, qui ne peuvent plus étudier, qui ne peuvent plus parler à voix haute. Et là, hier, on apprenait qu'elles n'avaient plus le droit de parler entre elles. Donc c'est un effacement total de ces femmes de la société, avec une communauté internationale assez silencieuse sur le sort de ces femmes. Et nos féministes bien silencieuses aussi. Elles s'émeuvent pour des choses... Non seulement bien silencieuses, la communauté internationale, mais une responsabilité dans l'aveuglement et la naïveté totale. On a cru que les talibans, on nous a dit pendant des mois et des mois que les talibans avaient changé. Non seulement ils n'ont pas changé, mais visiblement ils sont encore pires. Je comprends pas cette naïveté de l'Occident vis-à-vis de tous ces mouvements. C'est pas une naïveté, on ferme les yeux, c'est tout. Non, mais il y a aussi de la naïveté quand les gens viennent vous dire que les talibans ont changé, que c'est plus les mêmes, qu'ils sont plus ouverts, etc. Tu parles, Charles. Et puis une pensée pour Yannick Aleno également. Aujourd'hui, c'est le procès du chauffard, du meurtrier de son fils, son fils Antoine Aleno, et Yannick Aleno qui voudrait faire passer une loi pour transformer en fait les meurtres qui sont commis par des chauffards en délit, en assassinat, en crime. Donc c'est un combat qu'il mène, et on pense à lui, et on pense aussi au fait que ce meurtrier, il est présumé innocent puisqu'il n'a pas été jugé, mais il est en liberté. C'est-à-dire que il a détruit une vie, il a détruit une famille. Et il a fait de la préventive et il a été libéré, et donc il comparaît libre aujourd'hui. Ça fait partie, on évoquait les prisons et les peines, ça fait partie des choses qui sont assez choquantes. Je sais pas, Christine, vous voulez réagir ? Oui, il y a le même procès aujourd'hui du côté de Tarbes, un chauffeur qui est poursuivi. Il est au volant d'une voiture avec plusieurs grammes d'alcool dans le sang, sous l'emprise de l'alcool, et son passager est mort puisqu'il s'est encastré dans un platane. Et donc c'est le même chef de délit. Donc des familles endeuillées comme celle de la famille de Yannick Aleno, il y en a des centaines en France. Et c'est vrai que la responsabilité, vous savez, on parlait de la cohabitation sur la route, de comment pacifier l'espace public entre tous les utilisateurs de la route. La voiture, effectivement, est un objet qui n'est pas un objet comme un autre quand on prend un volant.
On a des responsabilités. C'est plus difficile de tuer quelqu'un avec un vélo quand on est cycliste. Donc une voiture, c'est une responsabilité. Et à partir de là, il y a une véritable course contre la montre. Mais là aussi, j'ajoute que pour des économies et pour pouvoir faciliter aussi et fluidifier le passage du permis de conduire, on a grandement on a drôlement assoupli le passage du permis de conduire. Moi, je me souviens qu'à l'époque, il fallait se rendre dans une auto-école pour passer son code. Aujourd'hui, vous le passez sur Internet tout seul dans votre coin via une application. Les cours de conduite sont rétrécis parce qu'il y a tellement de demandes que c'est compliqué. Donc il y a aussi ça. Et puis il y a la remise à niveau régulièrement des droits et des devoirs de chacun. Il suffit de prendre la route au quotidien et de s'apercevoir du nombre de fois où vous n'utilisez pas les petits gestes du quotidien qui sont compliqués. Puis après la question de l'alcool et de la drogue au volant. Ça c'est évident que c'est devenu un fléau. C'est devenu une banalité de prendre le volant avec un taux d'alcoolémie qui dépasse et d'être sous l'emprise du cannabis, c'est évident. Hein. C'est l'homicide routier, c'est le délit d'homicide routier qu'il souhaiterait faire rentrer dans la loi. Dans la loi. Oui, aujourd'hui, vous risquez que 3 ans maximum si vous êtes auteur d'un accident. Et je signale que Yannick Aleno avait lancé une association qui aide les familles endeuillées, pas forcément d'accidents de la route, mais il a raconté dans son drame la solitude dans laquelle il s'est retrouvé après cet accident, après la perte de son fils, et des familles qui se retrouvent seules, démunies, pas aidées. Et donc cette association aide les parents qui ont perdu un enfant dans des circonstances dramatiques. Et il fait beaucoup pour cette cause en particulier. Je voulais juste revenir sur ce que disait Pascal tout à l'heure. Vous parliez de l'IA, mais vous avez dû entendre parler de ce procès qui se déroule depuis hier au sujet de ce dessinateur de Pixar et de Disney, âgé de 59 ans, qui avait commandité pendant des années, je crois que les faits courent entre 2012 et 2024, des milliers de viols d'enfants de 5 à 10 ans en live streaming, ce qui rejoint à peu près ce que vous dites. Et ce procès montre que oui, tout est permis, tout est autorisé, d'autant qu'il avait fait ça avec des enfants philippins, souvent avec l'accord des familles, dont on sait très bien que de nombreuses familles aux Philippines vivent dans un dénuement extrême, et il leur donnait de l'argent en échange de leurs enfants qui étaient filmés en direct. Criminalité, il y a aussi j'essaye de résumer le mieux possible. Colossal. On va marquer une petite pause et on se retrouve dans un instant. On va parler un petit peu des États-Unis avec vous, Jérôme, dans un instant, avec Joe Biden et Donald Trump. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. De 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble avec vous jusqu'à midi pour commenter l'actualité. L'actualité, évidemment, c'est l'élection américaine. Et vous vouliez revenir sur Joe Biden, Jérôme Dubuis. Joe Biden, parce que c'est une énigme pour moi, Joe Biden. D'abord, visiblement, on a caché un certain nombre de choses sur lui. Moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors peut-être que l'histoire nous sur le dira. Sur sa santé, vous voulez dire? Sur sa santé, et puis sur ses affaires, etc. Bon, tout ça a été un peu mis sous le tapis. Ça ressortira vraisemblablement un jour. Les historiens nous diront ce qui s'est passé vraisemblablement assez rapidement quand les archives seront ouvertes, parce que on voit bien en fin de campagne là que la bourde qu'il a commise encore avec l'affaire des ordures est absolument phénoménale. Alors de deux choses une, ou bien effectivement il est plus du tout, j'allais dire, conscient de ce qu'il dit. En état. Il est quand même encore président des États-Unis avec des décisions à prendre, même s'il est entouré, etc. Bon, il y a quand même deux guerres pour le moment à caractère régional, mais qui peuvent peut-être déboucher malheureusement sur quelque chose de plus grave. Et il est quand même le président de la première puissance du monde. Bon, alors est-ce que cet état s'est aggravé depuis quelques mois? Est-ce que quand il a été élu en 2020, il avait fait une campagne très digne en 2020, vous vous souvenez? Pas d'attaque sur Trump, etc. Il était pilonné par Trump et lui. Bon, et en 2020, est-ce qu'il était déjà malade? Point d'interrogation. Et là, on voit bien que, enfin, s'il avait voulu cisailler la campagne de Kamala Harris, il ne s'y serait pas pris autrement avec cette affaire d'ordure. Parce que,
c'est quand même ce qu'il a dit est quand même hallucinant. Et le rétropédalage depuis 24 heures ou 48 heures est encore plus hallucinant et plus ridicule. Ouais. Mais on ne peut pas imaginer qu'il l'ait fait consciemment. C'est la question qu'on se pose. Voilà, il y a une telle violence que quand même dans les échanges, on a un petit peu évoqué hier avec Jean-Claude Beaujour sur l'histoire des Portoricains. Là, c'est pas tellement mieux de traiter d'ordures les électeurs. Le rétropédalage dit que c'était les gens qui entouraient le type qui a dit ça lors du meeting de Trump. Trump disant qu'il ne connaissait pas cet individu, qu'on l'avait mis là, mais tout ça est complètement ridicule. Et pendant ce temps-là, on ne parle pas du fond. Bien sûr. Cette campagne est absolument indigeste et indigne. Moi, je la considère comme indigne. Je l'avais déjà dit quand ça avait démarré ici. Ouais. La campagne me paraissait pas du tout du niveau. Bon, c'est la même chose. Kamala Harris ne dit rien, que des bonnes paroles. Elle n'a pas de programme. Même, elle devait présenter un programme lors de son grand meeting qui a eu lieu il y a 48 heures. Programme zéro. Elle n'imprime pas, en fait. Zéro. Aucune proposition. Et de l'autre côté, on a quelqu'un qui insulte systématiquement la classe politique entière. Bon, donc tout ça fait un spectacle assez indigne pour la première démocratie du monde. Je trouve que c'est pitoyable. Et moi, j'avais plutôt une certaine amitié entre guillemets, un certain respect pour Joe Biden. Et je trouve qu'il finit très très mal. Ouais, il finit vraiment très très mal. Il est peut-être plus en état de contrôler ses propos. C'est la question qu'on peut se poser. Voilà. Donc, Pascal, oui, je pense que ça s'est accentué en plus à partir du moment où il n'a plus été lui-même le candidat et qu'il a laissé la place à Kamala Harris. Et trop tard. En plus, comme certains, quand ils partent à la retraite, perdent un peu le fil. Je pense que là, il a lâché complètement les choses. Ouais. Néanmoins, c'est ce que disait Jérôme, c'est affligeant, c'est surtout très 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 inquiétant quand même que le sort de la première puissance mondiale, dont l'impact sur la politique internationale et sur la planète, parce qu'on parlons aussi de l'impact d'une élection de Trump sur le réchauffement climatique et le souci environnemental le niveau de préoccupation de l'environnement qu'affiche Trump, par exemple, ça serait pas forcément tout à fait anodin non plus là-dessus, même si l'autre n'est pas extrêmement préoccupé par ça. C'est quand même très très inquiétant que le sort de la première puissance mondiale se joue sur des choses comme celles auxquelles on est en train d'assister. Un niveau de débat aussi. Mais c'est surtout que cette fois-ci, ceux qui vont voter pour Donald Trump pour voter pour lui en toute connaissance de cause. Oui. La première fois, on pouvait se dire, bon, ils ont peut-être pas bien compris l'ampleur. La deuxième fois, ils le font non seulement en toute connaissance de cause, mais avec un désir absolu de le faire. Et je trouve que ça, c'est tout à fait sidérant. Et ça dit quelque chose aussi de l'échec complet du reste de la classe politique. Et dernière réflexion, quand je vois ce défilé de vedettes qui viennent soutenir Kamala Harris, je me dis qu'il va se repasser la même chose que ce qui s'est passé avec Hillary Clinton, qui a été soutenue par tout je sais pas ce qu'on peut appeler l'establishment, le système, et que les gens vont regarder ça en disant ah bon bah ok, bah si c'est ça. C'est pas pour nous, c'est pas notre monde. Oui, c'est très contre-productif. Il me semble. Dans une certaine mesure. Oui, Christine. Oui, alors la réflexion, elle est assez basique, mais que l'on aime l'outrance de Trump, c'est son choix. Que l'on trouve que Kamala Harris, c'est pas un programme sérieux, qu'elle n'imprime pas. Je crois que de toute façon, on assiste à la fracturation en deux blocs d'un pays tout entier, et que personne ne sortira vainqueur. Je parle pas au sens des urnes. C'est que vous aurez deux Amériques irréconciliables à la sortie. Voilà, après que l'Amérique puisse produire des candidats qui sont comme Donald Trump, ça interroge quand même un tout petit peu sur ce que produit la classe politique au sens large et ce que les gens sont prêts à accepter en termes de choix pour leur propre avenir et l'avenir du monde. Donc c'est ça. Après, en fait, Kamala Harris n'a pas fait non plus une campagne exceptionnelle. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, alors on peut dire exceptionnelle ou pas. Est-ce que les stars doivent venir ou pas? Si elles viennent pas, peut-être que ça leur sera reproché. Enfin, j'en sais rien. Je suis pas américaine. J'ai pas moi qui vais voter de toute façon. Donc non, mais ce qu'on disait avec Jean-Claude Beaujour aussi, c'est la façon un peu caricaturale parfois qu'on peut avoir des choses aussi. C'est sur scène que d'être traité d'ordure. Enfin, il y a des choses qui me. Non, mais si vous voulez, il y a aussi. C'est ma sensibilité, mais simplement, notre avis, je pense, importe peu sur ce qui peut arriver. Jean-Claude est un ami, c'est Jérôme. Non, mais il y a aussi que les résultats économiques de la présidence de Donald Trump étaient excellents. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ah, pardon. Non, regardez les
les Échos ce matin, regardez les Échos ce matin. Si vous voulez, en 2016, on ne connaissait pas Trump, enfin on le connaissait moyennement, on ne savait pas de quoi il était capable, etc. Là, effectivement, Virginie, vous avez raison, c'est en toute connaissance de cause que les gens vont voter. Bon. Mais en toute connaissance de cause, lorsque vous interrogez un certain nombre d'Américains, et notamment les Américains les moins aisés, les plus en difficulté, ils vous disent qu'ils ont mieux vécu sous le mandat de Trump que sous le mandat de Biden. Pourquoi ? Parce que Biden n'y est pour rien, l'inflation était mondiale, il y a eu des crises qui ont provoqué de l'inflation, mais ils se disent aujourd'hui, il y en a un certain nombre, et notamment dans les États qui sont dans les États pivots, les 7 États qui peuvent basculer et qui peuvent faire le résultat, toute la classe populaire est en train de voter pour Trump. Ça n'est pas un hasard. On peut dire, ah oui, mais il est affreux, etc., il insulte les gens, etc., mais ils ont en mémoire et en toute connaissance de cause le bilan de son premier mandat et le bilan économique de son premier mandat pour eux, en termes de pouvoir d'achat, en termes d'emploi, etc., est meilleur que celui de Biden. Ouais. Alors pardonnez-moi, mais les Échos ce matin, titre des Échos ce matin, on peut pas les taxer de gauchisme à 2 francs. Le fossé se creuse entre l'Europe et l'Amérique, d'accord. L'outre-Atlantique, l'activité continue de progresser à un rythme 3 fois plus élevé qu'attendu et l'investissement y est très dynamique. Voilà. Donc le mandat de Biden, économiquement, je demande effectivement. Mais pas en termes de pouvoir d'achat pour les gens. Pour les plus défavorisés. Ce qui compte, c'est le ressent. C'est pas les chiffres macroéconomiques. Ce qui compte, c'est que ressentent les gens dans leur porte-monnaie ou dans leur frigidaire. Et ça, ils ont mieux vécu sous Trump. Ce qui m'inquiète également, c'est qu'au-delà de l'élection de l'un ou de l'autre, c'est qu'il semble évident qu'à partir du 5 novembre, de toute façon, on va entrer dans une période de chaos absolu parce que. Je pense que, alors Trump, c'est évident, c'est su et c'est déjà annoncé, mais je pense que ça risque d'être la même chose de l'autre côté. Si c'est Trump qui gagne, il va y avoir une contestation et un foutoir terrible à propos des résultats des élections aux États-Unis. Ça peut durer des semaines. Ça peut durer des semaines et des mois. Vous avez tout à fait raison, Virginie. Et ce qui m'inquiète, moi, c'est que on assiste à ça dans la plus grande démocratie du monde. Et ce qui est mis en cause là-dedans, au travers de leur bagarre de chiffres, c'est le principe même de la démocratie et du vote qui est remis en cause, et ça va un jour ou l'autre arriver chez nous aussi, ça. C'est le fait de ne plus respecter les résultats des urnes. On marque une petite pause, on va dire quelques mots du voyage d'Emmanuel Macron au Maroc. Parleriez-vous des élections législatives anticipées ? À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Le voyage d'Emmanuel Macron au Maroc vient donc de s'achever avec, c'est une vraie réussite au niveau économique, sur les contrats qui ont été plus de 10 milliards, c'est ça, d'euros de contrats. Néanmoins, ce qu'on retiendra, c'est tout de même la présence de Yacine Bellatar, de François-Marie Bagné et d'un autre député, Mjid El Guerrab, qui tous ont été condamnés. L'un, El Guerrab, pour avoir à 2 ans de prison, un enferme pour avoir frappé un autre député avec son casque et lui avoir ouvert le crâne quand même. François-Marie Bagné pour avoir escroqué Madame Bettencourt et abus de faiblesse, et Yacine Bellatar pour menace de mort. Il y a une jeune femme qui republie une vidéo, elle explique qu'il y a quand même 25 femmes qui ont porté plainte contre lui, que c'est pour violence, et il a été condamné pour menace de mort. Donc cet individu en particulier, proche des frères musulmans, qui s'est moqué de l'assassinat de Samuel Paty, était un peu encombrant dans ce voyage. La question a été posée à Emmanuel Macron. Écoutez ce qu'il a répondu. Et je ferai aucune remarque sur des choses qui n'ont aucun intérêt et qui sont très anecdotiques quand on regarde. Je suis fasciné. Vous avez un pays et des compatriotes qui disent c'est historique, on ouvre un chantier nouveau. Et donc je ne m'intéresse pas aux anecdotes. Voilà, donc je ne m'intéresse pas aux anecdotes. Est-ce que c'est une anecdote ? Est-ce que on s'interroge sur cette invitation malgré tout ? Là, si vous voulez, il a raison sur le fond en disant que c'est anecdotique par rapport à tout ce qui a été signé, etc., par rapport à cette réconciliation, mais il y a la force du symbole. Et la force du symbole, quand on est président de la République, on ne peut pas l'ignorer. Or, le symbole est extrêmement négatif. Le symbole de la présence de ce monsieur, moi je n'ai pas d'affinité particulière pour lui, ni de désagrément, je le connaissais à peine, mais effectivement, le symbole est terrible. Et le symbole est pire, détruit, le côté négatif de ce symbole détruit tous les aspects positifs de cette visite.
Malheureusement. D'ailleurs, la réponse de Emmanuel Macron n'en est pas une. Dire c'est anecdotique, mais c'est lui qui a créé l'anecdote. Et quand on va au Maroc, où je le rappelle, les mentalités sont quand même assez carrées. Enfin, c'est pas des gens Il qui... ne pourrait pas forcément dire ce qu'il a dit en France, d'ailleurs, au Maroc, je pense. Je suis pas sûre, mais en plus, il faudrait pouvoir donner l'exemple. On invite 125 ou 130 personnes dans une délégation, ce qui est déjà gigantesque. On peut un peu choisir dans cette délégation qui on invite. Mais moi, ça me rappelle... et exactement le même état d'esprit au moment de l'affaire Benalla qui a entaché le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Et je rappelle qu'Emmanuel Macron avait déclaré devant ses députés réunis à l'occasion de je ne sais plus quelle soirée de fin de session qu'ils viennent me chercher. C'est-à-dire, moi je m'en fiche s'ils veulent, moi je fais ce que je veux, je suis au-dessus des règles, je suis au-dessus de la bienséance, au-dessus de la bien-pensance. Si j'invite les gens, je choisis. Si je les mets à l'Élysée, je décide. Mais je trouve que c'est très méprisant pour ce que représente la République, notamment quand elle est en déplacement, et ce que représente notre classe politique. Ça veut dire que finalement, je peux mettre l'un là, l'autre là, que c'est mon bon plaisir. Le bon plaisir d'Emmanuel Macron nous coûte cher à tous. Oui. Pascal, Bataille. Non, mais j'ai parlé de ça il y a quelques instants avec des gens très très bien informés qui, je disais comment on peut faire une telle erreur quand on est président de la République et qui m'ont dit, en fait ils s'en fichent. Ouais. Et c'est une façon même pour très provocatrice de dire c'est moi, je fais ce que je veux, et etc. Mais effectivement, je trouve que même au-delà et je rejoins cette analyse, au-delà de justement de la présence d'un Bellatar par exemple, ou même d'un Bagné même de ce député MJ Delguin, ex-député, pardon, qu'est-ce qu'il faisait là en fait, ces gens-là ? On peut évidemment se dire mais quelle idée de les amener, mais c'est même le principe même qu'ils le fassent qui est très 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 inquiétant et très embêtant quand même. Ouais. Christine. Christine, oui. Christine, oui. Alors, moi, je suis très très gênée par ça. J'ai l'impression qu'il s'ennuie, donc il a rempli son agenda. Ça, c'est possible. Il remplit des avions, il va à l'étranger. Il remplit des avions, mais c'est un demi à 320 quand même qui a été rempli de délégation. C'est quand même pas rien. Il y avait 2 avions. Deux voire 3, je crois. Il y a deux choses. Il y a 2 choses. Il y a le casting des personnes qui sont parties là-bas. Moi, par exemple, hier soir, France 2 a fait un sujet, justement. Ils étaient à la garden party donnée à l'ambassade de France à Rabat au Maroc, et ils sont allés voir les personnes, justement, que vous avez citées. Pour demander de justifier. Alors François-Marie Bagné, lui, il est là. Alors les personnes sont là parce qu'elles représentent un lien très fort avec le Maroc. François-Marie Bagné, il a fait un livre sur le Maroc. Alors si c'est ça le lien, il y a beaucoup de gens qui sont allés passer une semaine au Maroc qui peuvent effectivement revendiquer ça. Bon, je plaisante, mais qu'à moitié. Moi, ce que je trouve effectivement assez dérangeant et pour le moins maladroit, c'est cet aéropage de personnalités publiques. Certes, il y a des liens très forts à nouer et il y a certainement une délégation à faire, mais c'est le message qui est renvoyé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de compter à l'euro près des budgets. On est en train de rentrer dans le dur. De les tailler dans le vif, parfois. Et voilà, tailler dans le vif. On a tous les jours des communiqués des départements qui nous disent voilà quel projet on abandonne, très concret pour les habitants, parce qu'on n'a pas les moyens. Et le signal qui est envoyé, même si ça rentre dans le cadre d'un budget global du fonctionnement de l'Élysée, qui ne cesse d'augmenter. Si vous voulez, le message qui est renvoyé, c'est moi je fais ce que je veux et tout le reste ne m'intéresse pas. En sachant qu'il faut aussi constater qu'il s'ennuie. Enfin, il a perdu la main sur les affaires de l'État en France, donc on a comme l'impression qu'il s'amuse, en tous les cas qu'il profite de ce moment-là, pour pour remplir son agenda, mais depuis la dissolution ratée, force est de constater et la nomination de Michel Barnier que c'est plus lui qui a les mains des actions et des politiques qui sont actuellement en discussion. Ouais, donc c'est un peu ce décalage. Quoi. On peut pas dire non plus que Michel Barnier ait toutes les commandes, c'est loin qu'on puisse dire. Les décisions qui sont prises à l'Assemblée. Pour le moment, il n'a aucun moyen. Vous avez lu les sources qui sortent des conseils des ministres, ça dure 40 minutes. Emmanuel Macron ne dit rien. Quelle est l'action qu'a menée Michel Barnier depuis qu'il est nommé? Vous pouvez me le dire? Aucune. C'est sévère, Jérôme. Aucune. Zéro. Des économies. Le pouvoir est à l'Assemblée nationale. Moi, je le trouve assez courageux, il n'est ni à Matignon ni à l'Élysée.
Donc ne dites pas non plus que Barnier a des pouvoirs. Non, c'est pas vrai. Il a aucun pouvoir. Vous verrez au moment quel budget va finalement être adopté. Vous verrez. Attendez, quel est le pouvoir aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a fait concrètement aujourd'hui? Dites-le-moi. Il a été nommé le 5 septembre. Le 5 septembre. Ça fait presque 2 mois. Le 5 septembre. Mais il y a eu des... Attendez, du fait de la dispersion et du manque de majorité, le Premier ministre n'a aujourd'hui aucun pouvoir. Enfin, je suis désolé de vous le dire, mais c'est la vérité. Avec le 49.3, ils vont faire passer des lois. Elisabeth Borne, l'année dernière, a fait adopter le budget au 49.3. Ouais. Allez, on va marquer une petite pause et on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Censure, pour le coup. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, dans l'actualité, il y a cette éventualité de supprimer le service national universel, le SNU, donc un machin, encore une fois, dont on ne s'est pas rendu compte quand on l'a lancé que ça ne fonctionnerait pas. Le Sénat critique le manque d'impact de ce service national universel face à un coût très élevé, donc une réduction des crédits a été adoptée à l'unanimité. Ça fait 5 ans que ça dure et visiblement, selon les termes du rapporteur du Sénat, il n'apparaît pas que le service national universel apporte une plus-value suffisante en comparaison des autres politiques d'engagement de la jeunesse. Mais comment on ne se rend pas compte de cela avant? Est-ce que ce n'était pas prévisible? C'est la question qu'on peut se poser. Il faut quand même rétablir un peu les faits, si je puis me permettre. Non, mais c'est pas un succès. Il faut le reconnaître. Et c'était prévisible. Le rapport de la Cour des comptes aussi a dit la même chose. Simplement, ce qui était prévu, c'est que ça allait être généralisé. Aujourd'hui, je rappelle que c'est... Non, avant. Ça aurait dû être généralisé avant. On l'a pas fait pour des problèmes de coûts, justement. Mais normalement, ça aurait dû être généralisé à toute la classe d'âge, c'est-à-dire 800 000 personnes par an. Bon, on s'est aperçu que ça coûtait presque 10 milliards. C'est-à-dire que c'était trop cher, beaucoup trop cher pour les conditions actuelles de nos équilibres ou de nos déséquilibres budgétaires. Bon, mais aujourd'hui, ça reste sur la classe d'âge 15-17 ans et de manière volontaire. Bon, ça peut pas marcher. Non. Ça peut pas marcher. Ça ne pouvait marcher que si c'était expérimental pendant un certain temps et qu'après on généralisait. Ce qui était prévu. C'est déjà expérimental. Aujourd'hui, c'est pas généralisé. C'est ce que je vous dis. C'est aujourd'hui expérimental, mais ça ne pouvait marcher que si on généralisait. Mais comment... Et même le contenu, on peut en parler du contenu. 12 jours. Franchement, c'est un peu limite, quoi. Voilà. Le député écologiste Jean-Claude Rau dit: il est temps d'abandonner ce gadget présidentiel qui ne marche pas et coûte cher. Christine? Oui, alors moi depuis le début, depuis le début, pour m'occuper de la jeunesse à titre privé, je peux vous dire que l'argent qui est mis dans le service national universel, nombre d'associations auraient pu l'utiliser pour s'occuper justement de ces jeunes à la fois volontaires et pas forcément volontaires, donc ça n'aurait pas été de l'argent perdu, du temps perdu. Il y a des dispositifs qui existent, qui ont été rabotés au niveau des budgets de manière colossale. Il existe par exemple le service civique qui fonctionne plutôt pas mal, donc il existe des dispositifs qui auraient pu être renforcés sans inventer quelque chose qui, quand on dit 800 000 jeunes à occuper, je ne sais pas si vous vous rendez compte du nombre de gens qu'il faut pour les encadrer. Bien sûr. Donc soit vous bien dites, sûr. Oui, ça coûte 10 milliards. Ça coûte 10 milliards. Et puis il faut les trouver, ces gens, c'est aussi le problème. Il faut les former, il faut trouver les lieux, il faut remplir effectivement. Il y a eu des problèmes effectivement d'encadrement avec des affaires sordides aussi qui sont sorties. La question du volontariat, c'est très bien parce que effectivement on va engager des jeunes, mais qui parle du service national universel au sein des familles, c'est toujours à peu près les mêmes. Donc tout ça a été cousu de fil blanc que ça ne pouvait pas fonctionner et du temps perdu, de l'argent gaspillé. C'est tellement... c'est fatigant, voilà. Je vous le dis franchement, pour m'occuper de la jeunesse et de voir à quel point c'est compliqué de trouver des moyens, de l'énergie, des gens compétents, former les gens. Vous savez combien sont payés les gens qui s'occupent des gamins? Pas très cher, je peux vous le dire. C'est ça. C'est un sacerdoce. C'est un sacerdoce. Donc si on se pose des questions sur, excusez-moi, je m'énerve un peu, mais, mais si on s'occupe des enfants aujourd'hui, des adolescents, si on se demande comment les faire prendre conscience du pays dans lequel ils vivent, des règles dans lesquelles on peut tous travailler ensemble et faire société, c'est pas en créant des gadgets comme ça, c'est en mettant le paquet sur les ressources humaines, sur la formation et sur les gens compétents pour pouvoir les accompagner et avoir des réponses à l'instant T quand il y en a un qui va pas bien ou quand il y en a un qui va bien et qui a envie de faire des choses.
c'est pareil dans les deux sens. Non, mais donc vous ça, qui pour connaissez moi, bien ce secteur, vous saviez dès le départ que ça ne pouvait pas fonctionner. Donc la question est pourquoi est-ce qu'on lance des machins comme ça? Parce que chacun veut, je sais pas qui a dit autour de la table, chacun veut son gadget présidentiel, chacun veut imprimer sa marque. C'est comme un ministre de l'Éducation nationale qui annonce 30 minutes de sport par jour à l'école. Bon, il faut déjà des cours adaptés, il faut des salles pour s'en occuper, enfin il faut des salles pour les accueillir. Voilà. Et ça, je peux vous dire qu'aujourd'hui, là, on entend beaucoup de choses aussi. C'est usant. C'est-à-dire que la société est fatiguée de tout ça. Fatiguée de tout ça. Renforçons les choses qui marchent. Moi, je suis colère, par exemple, contre le rabot qu'il va y avoir sur les contrats d'apprentissage. C'est un truc qui marche. Bien sûr, pour le coup, c'était quelque chose qui fonctionnait. Et là, il y a 1 milliard d'euros à récupérer. On va tailler là-dedans. Quel dommage. Mais quel dommage. Voilà, point. Virginie ? Alors oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ça. Alors je rappelle pour peut-être nos auditeurs que c'est un système qui s'adresse effectivement aux jeunes de 15 à 17 ans et qui consistait à les envoyer 12 jours dans un autre département où ils feraient ce fameux service national universel. Alors j'ai été regarder sur le site ce matin pour voir un peu comment les journées étaient occupées. Alors ça démarre par un lever de couleur, c'est-à-dire le lever du drapeau, un hymne national, ça passe aussi par des cours de self-défense, par des luttes contre les discriminations et par un temps de démocratie interne. Mais pardon, faisons de l'éducation civique à l'école, ça sera beaucoup plus simple, ça sera beaucoup plus efficace. Et je trouve que là, pour une fois, dans cette pagaille noire qu'est l'Assemblée nationale et qu'est en train aussi de devenir le Sénat, où je ne sais pas quels sont les auditeurs qui arrivent à s'y repérer entre ce qui est supprimé, ce qui va être gardé, ce qui va finalement survivre dans ce budget. Au moins là, il y a une forme d'unanimité entre ce qui a été fait à l'Assemblée nationale, où on a décidé de réaffecter ce budget, et au Sénat, où finalement ils ont considéré que c'était pas la peine. C'est-à-dire que l'ensemble des députés ont considéré que cette, je sais pas comment on appelle ça, cette initiative qui date de 2019, et moi je croyais qu'elle devait être généralisée en 2025, mais pour l'instant, elle n'était qu'à titre expérimental, coûte extrêmement cher et ne sert à rien. Virginie a dit bien mieux que je ne l'aurais fait ce que je pensais. Donc l'idée, c'est que on surfe sur la nostalgie de ce que le service militaire pouvait avoir de bon en termes de vertus citoyennes, de brassage de milieux sociaux différents, etc. Pour les garçons seulement, malheureusement à l'époque. Et puis de là, on fait un petit gadget totalement stupide dont on peut se demander quand même comment les gens très instruits et parfois très intelligents, c'est pas forcément synonyme, qui nous gouvernent, peuvent quand même ne pas savoir dès la première seconde que leur truc ne va servir à rien et coûter très cher. Et ce qui est au-delà de ça, Virginie a dit, l'important pour moi, et je le redis, c'est l'école. Et c'est tout petit qu'on doit apprendre la citoyenneté, tout petit qu'on doit apprendre le respect, et tout petit qu'on doit apprendre la tolérance et la différence. Mais au-delà de ça, on parle beaucoup de réduction de dépenses publiques aujourd'hui. On en parlait avec Jérôme avant le début de l'émission. Il y a des pays comme l'Espagne qui, aujourd'hui, n'ont pas réduit leurs dépenses publiques, mais qui se portent très bien, sauf qu'ils l'utilisent beaucoup mieux, la dépense publique. Quand on voit qu'effectivement on gaspille de l'argent pour des choses comme ça, des gadgets comme ça qui coûtent extrêmement cher, et que derrière on va effectivement rogner sur les contrats d'apprentissage que, en tant que chef d'entreprise, moi je trouve absolument formidable pour à la fois former des gens et pour pouvoir effectivement avoir une part de salariat qui est motivé, qui est sur le coup, etc. et qui ensuite gagne des CDI, ça paraît là encore une fois totalement stupide, mais malheureusement c'est ce qui est choisi. Cette affaire de SNU, moi je veux bien qu'on dise que ça coûte trop cher, etc. Bon, c'était expérimental, ok, on aurait peut-être dû l'arrêter avant ou alors le généraliser. Il fallait pas. Ça a été lancé en 2019 quand même, justement, donc c'est très long. Fallait pas bidouiller pendant plusieurs années comme ça. Soit on arrêtait parce que ça marchait pas, soit on généralisait parce que ça marchait. Mais on n'a pas géré depuis la suppression. Et tu le disais tout à l'heure, depuis la suppression du service militaire obligatoire, on n'a pas géré la suite. Et ça participe, on en revient au premier débat qu'on avait eu au début de cette émission,
au non-respect de l'autorité partout. L'autorité et la hiérarchie sont contestées partout. Mais c'est pas seulement vis-à-vis des commissariats, c'est pas seulement vis-à-vis des professeurs, des instituteurs, c'est aussi dans l'entreprise. Moi, je le vois bien chez nous. Il y a une espèce de contestation systématique de la hiérarchie. Et de ce point de vue-là, faire 1 an de service militaire, même si moi je l'ai fait, je me suis beaucoup emmerdé. J'ai trouvé que j'avais perdu 1 an. Mais je vois aujourd'hui les bénéfices que ça pouvait apporter. Alors, il n'est pas question de rétablir le service militaire, ça coûterait une fortune. On a vendu les casernes, etc. C'est impossible. Donc c'est totalement impossible. Enfin, même ne serait-ce que budgétairement, c'est totalement impossible dans l'état actuel de nos finances publiques. Mais on n'a pas su. Le remplacer, c'est clair et net. Or, pour un certain nombre de gens, le service militaire, c'était indispensable. Indispensable. Bah ouais, mais comment vous faites le tri, entre guillemets il fallait le généraliser, il était universel. Christine, vous vouliez ajouter quelque chose ? Les 15-17 ans, moi je rajoute que les 15-17 ans, c'est des élèves de seconde et première, et donc le but c'était aussi de les occuper, puisqu'on sait que le mois de juin n'existe pas dans la plupart des établissements, et que c'était aussi une des réponses qu'on avait imaginé pour faire ce service national universel et les occuper. Il y avait quelque chose de très simple, c'était effectivement de réinvestir le mois de juin. Je rappelle aussi que on demande à toute cette génération de faire un stage en entreprise. On demande, il y a tout un tas de choses qui sont demandées. Comme disent toutes ces personnes autour de la table, Pascal, etc., c'est de dire tous ces moyens-là, mettez-les dans les établissements scolaires qui viennent en appui des enseignants avec des moments dédiés et qui vont faire ce que ce service national universel aurait pu faire. Ou alors, vous dites effectivement, dès le début, parce que 15-17 ans, je veux bien, mais rappelez-vous quand même que le service militaire, c'était une fois que le bac était passé, c'était après, c'était cette année de césure qui existait. C'était à la majorité. C'était à la majorité, c'était le coup près. C'était à ce moment-là, vous aviez votre carte d'électeur et vous partiez à l'armée. Pour les garçons, là on a voulu faire plus jeune. Est-ce que c'était adapté ? Il y a beaucoup de gens qui étaient réservés. Non, on s'est tête baissée dans un dispositif qui, je le rappelle quand même, a coûté de l'argent public pour au final va être enterré de première classe, puisque rappelez-vous Gilles Averrousse, le ministre des Sports qui était chez Jean-Jacques Bourdin lundi, la semaine dernière, lundi, a dit que la généralisation, de toute façon on n'avait pas les moyens. On n'avait pas les moyens. Entre 3, je rappelle, 3 milliards, entre 3 et 5 milliards, 5 milliards par an. Donc c'est quand même c'est la Cour des comptes qui a essayé. Mais la Cour des comptes a dénoncé effectivement. Si on écoutait la Cour des comptes, quoi. Enfin, c'est faudrait commencer par écouter la Cour des comptes. La Cour des comptes, d'accord, mais ils sont pas élus. Donc, ils sont pas élus, mais alors à quoi ça sert ? On les supprime. Mais ils sont conseillers. Souvent de façon très judicieuse sur de nombreux sujets. Si vous voulez, c'est le gouvernement des juges, c'est-à-dire qu'on substitue des gens, des experts entre guillemets, qui n'ont rien à voir avec le suffrage universel, qui ne sont jamais passés devant une élection, et qui finissent par diriger la France. C'est pas possible. Mais non, parce que des contrôleurs de gestion. Moi, les gouvernements des experts, je suis contre. Je comprends pas. Donc vous voulez supprimer la Cour des comptes ? Mais non, je dis laissons la Cour des comptes à sa place et ne considérons pas que la Cour des comptes doit gouverner la France. Mais elle fait un travail inutile, donc. Non. Si elle rend des rapports depuis. Pascal, elle fait un travail de conseil. Ce qui est dommage, c'est que ces rapports restent lettres mortes, mais ces rapports sont souvent très intelligents, très bien faits, très sérieusement faits. Une parenthèse sur le budget, et je rappelais l'excellente émission Combien ça coûte, Pascal Bataille, vous réalisiez des sujets qui étaient l'argent public gaspillé, qui était une rubrique chère au cœur de Jean-Pierre Pernaut, et ces aberrations, elles existent toujours. Aussi, et là aussi, on peut trouver des économies. Bien sûr, mais alors je comprends ce que dit Jérôme sur le gouvernement des juges. Néanmoins, on peut quand même regretter que les rapports de la Cour des comptes ne soient pas un peu plus n'aient pas un peu plus d'impact sur n'infléchissent pas. C'est l'exploitation par le gouvernement qui doit en faire ou pas. Oui, je suis d'accord avec toi. Moi, je serais. Ils ne sont que consultés quand ils le sont. Voilà, moi, j'aurais tendance à ce que ça puisse être parfois un peu coercitif quand même, mais effectivement, je comprends ta réserve sur le. Sur le gouvernement. Ce sont des gens qui ne sont pas confrontés au suffrage universel. Non, mais c'est des gens qui ont quand même un rôle de vigie qui est très important. Mais d'accord, mais qu'ils soient conseils, c'est très bien. Qu'on n'exploite ou pas leur rapport, c'est très bien. Non, c'est dommage. Mais ne les substituons pas. Mais personne ne veut les substituer pour l'instant. En ce moment, c'est la Cour des comptes. Mais personne ne les écoute. Ils font des rapports exceptionnels. Mais personne ne les écoute. Christine, peut-être vous vouliez revenir sur aujourd'hui. Alors, j'essaie de remettre les choses en perspective. Christine, parce qu'il y a eu une multitude d'amendements évoqués. Il y avait la taxe sur le sucre, sur les produits sucrés qui a été abandonnée apparemment.
Alors qui est en cours d'abandon. Il y a eu la volonté. Enfin, c'est effectivement tous les matins on se réveille, il y a des taxes qui apparaissent et puis qui disparaissent. Donc on ne sait plus très bien au bout du compte ce qui est gardé. Mais moi je me demandais est-ce qu'il était possible de faire comme quand on décide puisqu'on parle de la sécurité sociale, quand on décide de rembourser ou dérembourser un médicament, on gère le service rendu, le bénéfice pour le patient. Il est bon, on rembourse beaucoup, il sert pas à grand chose, c'est du confort. Ben on dérembourse. On a l'impression quand même que sur les politiques de taxes, parce que la taxe sur le sucre, c'était pas taxer notre chocolat de qualité qu'on peut avoir, c'était de dire les produits sucrés, au bout du bout, il y en a trop, on en mange 2 fois trop. Y compris les produits salés d'ailleurs, qui sont également trop sucrés. Exactement, absolument. Ça coûte 156 milliards d'euros à la collectivité de réparer les dégâts liés au sucre. Donc taxons pour compenser les dégâts, c'est pas idiot. Pourquoi on va pas jusqu'au bout? Pourquoi ça s'arrête en cours de chemin? Pourquoi des idées toutes basiques? Alors je sais bien qu'il y a des lobbies, je sais bien qu'il y a des intérêts, etc. Je suis pas naïve, mais je me dis c'est fort dommage. Des occasions effectivement où là on est dans l'urgence de retrouver, mais d'assainir de l'argent, de faire en sorte que des taxes soient en corrélation avec le bien commun. Je trouverais ça tellement chouette, enfin tellement ça serait. Est-ce que le lobby des industriels a pesé trop lourd? Est-ce que c'est pas injuste comme taxe, c'est-à-dire selon que vous êtes riche ou pauvre, vous serez. Mais de toute façon, vous êtes pauvre, Valérie. Si vous êtes pauvre, de toute façon, c'est pas parce que vous êtes pauvre que vous avez le droit d'acheter des produits qui sont bourrés de sucre. Interdisons-les. Ils sont parfois moins chers que les produits bio, évidemment, mais même alors, les c'est pour ça que l'idée c'était de taxer et d'orienter et peut-être de réduire les taxes sur des produits qui sont sains. C'est aussi toute cette discussion qu'on peut avoir. Enfin, je sais pas. C'est peut-être l'occasion d'un grand bing bang. Oui, puis ça aurait peut-être obligé les industriels à modifier la composition de ces produits-là, parce que malgré tout, s'ils ont vraiment des contraintes, ils finissent par s'y plier. Bon, c'est fini pour aujourd'hui. La solution, merci c'est pas à tous la les taxe cadres. matin, midi et soir. Merci à tous les cadres. Bonne journée sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.